Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation for the Amazon We Want. Je m'appelle Anaïs et dans cet épisode, je vais échanger avec Giancarlo Espinosa, expert en sciences atmosphériques, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut français de recherche pour le développement, et auteur principal du panel scientifique pour l'Amazonie. Au cours de cette conversation, nous nous intéresserons au parcours et à la carrière de Giancarlo, ainsi qu'à l'importance de l'Amazonie pour le climat mondial. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Conversation for the Amazon We Want. Je m'appelle Anaïs Salabert et je suis membre du comité consultatif de la jeunesse pour la Guyane française au sein du panel scientifique pour l'Amazonie. J'ai rencontré l'Amazonie en 2018 et je suis tombée amoureuse de la selva. J'ai enseigné à Iquitos, au Pérou, et à Maripasula, en Guyane française. Ces îles au milieu de la forêt, seulement accessibles par avion ou par pirogue, sont chères à mon cœur et les enfants du fleuve, que ce soit du rio Itaia, Nanay, de l'Amazone ou du Maroni, m'ont beaucoup appris. Aller dans ces zones dites reculées pour enseigner est aussi un engagement personnel. Je pense que tous les enfants ont le droit au même tronc commun afin d'avoir des références communes avec l'Hexagone, pouvoir naviguer, avoir des opportunités et une meilleure défense de leurs intérêts dans ce monde globalisé. En vivant avec les communautés locales, j'ai mieux compris la relation entre leur qualité de vie et la nécessité de protéger l'Amazonie. Auparavant, j'ai également eu d'autres responsabilités comme la gestion d'une antenne d'école de français en Ouganda ou la chefferie de cabinet à Paris. Voilà pour moi votre host du jour et maintenant, chères auditrices et auditeurs, je vais vous présenter notre invité qui a un parcours scientifique exceptionnel, Giancarlo Espinosa, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Giancarlo Espinosa est un chercheur franco-péruvien, titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement de l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Il est actuellement directeur de recherche à l'IRD, l'Institut français de recherche pour le développement, et possède de multiples expériences à l'international, au Pérou, en France, en Argentine et au Brésil. Il est auteur et co-auteur de plus de 100 articles de recherche sur la variabilité et le changement climatique dans le bassin amazonien, avec un focus particulier sur la région de transition Amazonie-Andes. En 2015, Giancarlo a été sélectionné par l'État péruvien pour le prix scientifique de l'innovation, de la recherche et de l'éducation sur le thème de la réduction des risques de catastrophes. Il est l'un des auteurs du rapport spécial de 2019 sur le changement climatique et les terres du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et est actuellement coprésident de l'ANDEX, le programme hydroclimatique régional pour les Andes, soutenu par le programme GEWEX sur les cycles hydrologiques et les flux d'énergie de la Terre, faisant lui-même partie du programme mondial de recherche sur le climat. Pour la période 2022-2026, il est basé à la Pontificia Universidad Católica del Perú, à Lima. Il est également membre du comité de pilotage scientifique du panel scientifique pour l'Amazonie, dont il est auteur principal et professeur du MOOC The Living Amazon. Giancarlo, bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui, Anaïs. Enchantée. On a vu en introduction que tu as une carrière impressionnante et nous aimerions savoir ce qui t'a poussé à devenir scientifique spécialisé sur le climat. Est-ce que c'est par passion, par engagement ou complètement par hasard ? Alors, je pense que c'est un peu une combinaison de tout ça. Je crois que mes premières envies de devenir chercheur ou de consacrer ma vie à la science, c'est arrivé très tôt, en fait. Je pense que je dois avoir 7 ou 8 ans, quand mon père a acheté une carte de la planète, en fait, à la maison. Et aussi une carte du Pérou, avec toutes les régions du Pérou, etc. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ces cartes, donc à comprendre un peu les dimensions de la planète et comment tout ça que je me connaissais faisait partie d'une seule chose, en fait. Et puis, il faut dire aussi que je suis grandi dans une petite ville dans les Andes centrales du Pérou, à Callejón de Huaylas, à Calas, et qui est située au pied du grand glacier de la cordillère des Andes, à la cordillère Blanche. Et donc, pendant la saison des pluies, et donc pendant l'été austral entre décembre et mars, on voyait clairement comment l'humidité et les gros nuages venaient depuis derrière les glaciers et apportaient de la précipitation à cette région. Et mes parents m'avaient parlé que derrière ces glaciers, il y avait les bassins amazoniens, la forêt amazonienne, la selva. Donc, à l'époque, pour moi, c'était un peu abstrait, mais grâce à cette carte, j'ai commencé à imaginer tout ça qu'il y avait derrière ces grands glaciers. Et donc, c'était la forêt la plus grande de la planète. Donc, ça, je pense qu'a commencé à m'intéresser un peu sur l'Amazonie, déjà. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir 2 parents instituteurs des écoles. Donc, toute la partie académique, c'était très important pour ma famille. Donc, j'ai aimé toujours les mathématiques, la physique, donc la science en géographie en général. Et je crois que depuis très tôt, à cet âge-là, 8-9 ans, je savais que ma vie allait être consacrée à
à la science, même si je savais pas à l'époque qu'il y avait une activité professionnelle qui était la recherche scientifique elle-même. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Est-ce que tu as une expérience fondatrice qui peut nous permettre de comprendre ta relation avec l'Amazonie? Alors oui, effectivement, moi j'ai toujours m'intéressé sur les précipitations et sur l'eau en fait en général. Et là où j'ai grandi, l'eau vient en partie pour les glaciers, mais surtout aussi de la précipitation. Et ce sont des précipitations qui est très marquée, donc en 3 mois, 4 mois de précipitation. Après, il n'y a plus rien de précipitation. Donc, c'était des choses qui m'intéressaient énormément. Et, euh, et petit à petit, je commençais à étudier l'ingénierie. Moi, j'aimais bien les sciences, mais moi, je connaissais pas le parcours scientifique elle-même d'un chercheur, notamment. Donc, ma famille elle m'a conseillé de devenir ingénieur. Donc, pour moi, c'était le plus logique. Donc, j'ai étudié l'ingénierie agricole, où l'eau était aussi le centre des sujets d'études. Puis, petit à petit, j'ai commencé à étudier les bassins versants dans le monde et au Pérou. Et là, j'ai commencé à regarder les chiffres de bassins amazoniens, qui sont quand même gigantesques par rapport à tous les autres bassins versants de la planète. Et c'était les grands bassins versants que j'imaginais depuis petit, derrière les grandes montagnes de mon petit village. Donc, même avant de mettre les pieds en Amazonie, j'ai commencé à aimer la science en Amazonie et aussi les cycles de l'eau, les cycles hydrologiques que je trouvais toujours fascinants, c'est-à-dire comment l'eau peut venir de très loin, depuis les océans, et voyage dans l'atmosphère, dans les vents, pendant des centaines de kilomètres, des énormes distances. Il précipite. Ensuite, la forêt évapotranspire, donc remet à l'atmosphère des grandes quantités d'eau. Et l'eau continue à voyager, arrive dans les glaciers, peut passer des centaines d'années dans un glacier, et après, elle devient l'eau dans les rivières. Donc, tous ces processus de cycle de l'eau m'ont toujours intéressé. Donc, en étudiant l'ingénierie, j'étais déjà fasciné pour ce grand moteur climatique qu'est l'Amazonie. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à vouloir travailler en Amazonie. Et donc, j'ai rencontré un groupe de chercheurs de l'IRD, justement. Et c'était la première fois dans ma vie, j'avais 21, 22 ans, c'était la première fois dans ma vie que je voyais des chercheurs. Donc, j'étais déjà un ingénieur à l'époque, mais je ne savais pas qu'il y avait une activité professionnelle avec laquelle tu pouvais vivre de faire la science, de faire la recherche scientifique. Et ça, j'ai trouvé passionnant. Et puis, c'était des chercheurs de l'IRD qui travaillaient en Amazonie. C'est là que je fais mes premiers voyages en Amazonie. Et là, j'étais aussi bouleversé pour la dimension des bassins versants. Comment la forêt et les vers de la forêt, est gigantesque. En fait, ça se perd devant les yeux. Et donc, voilà, je pense que à ce moment-là, je savais que mon futur allait être lié à la science en Amazonie. C'est super intéressant et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter une de tes expériences marquantes que tu as vécues en allant sur le terrain justement? Alors oui, à ces périodes-là de ma vie, donc je commençais en master et ensuite ma thèse, doctorat. Je l'ai fait suivant des missions au terrain, mais surtout pour voyager dans les grands fleuves, faire des mesures de débit, mesures des niveaux de la rivière, aller aussi dans des stations météorologiques de temps en temps. Mais un peu après, c'était peut-être en 2015 ou 2016, et on est allé chercher les grands points de précipitation maximale en Amazonie. Et donc, grâce à des images satellites, on savait plus ou moins où c'était ces endroits des précipitations maximales. C'est des régions records mondiales de précipitations sont dans les Andes de Pérou, notamment dans l'Amazonie, dans la région de transition Amazonie-Andes de Cusco au Madre de Dios au Pérou. En Bolivie aussi, il y a ce genre de régions qu'on appelle hotspots de précipitation. Donc, on a installé une petite pluviomètre, c'est un appareil pour mesurer la quantité de pluie qui tombe. Et comme c'était un endroit assez éloigné, on a décidé d'installer un petit appareil qui enregistre automatiquement la précipitation. C'était très bien, c'était super bien passé. On a travaillé beaucoup pour installer tout ça. Et par contre, on a revenu après 2 mois ou 3 mois pour récupérer les données. Et on a vu les stations météorologiques complètement envahies par des animaux. Des différents types d'animaux, des insectes plutôt, mais c'était incroyable.
Donc là, on se rend compte que la biodiversité amazonienne est quand même impressionnante. Et donc, les animaux avaient mangé les fils électriques, les pluviomètres étaient remplis aussi des animaux. Donc, la recherche en Amazonie est bien plus compliquée qu'on imagine. Heureusement, dans l'appareil qui enregistre les données, on a quand même récupéré plus d'un mois de données de précipitations qui sont très, très riches d'informations. Je crois qu'on n'a jamais publié sur ces données, mais je les conserve très précieusement. C'est incroyable. Du coup, il y a aussi des aléas à faire de la recherche dans des milieux naturels tropicaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je pense aussi à tous mes collègues qui font beaucoup plus de terrain que moi, hein, parce que faire du terrain en Amazonie, peu importe si c'est en sciences sociales, sciences physiques, sciences de la nature, c'est très compliqué. Et c'est un des grands défis, d'ailleurs, pour faire la science en Amazonie. Merci. Et donc, tu es actuellement directeur de recherche à l'IRD. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur tes recherches et tes travaux actuels? Ok, oui, tu m'intéresses particulièrement à mieux comprendre les origines des événements hydroclimatiques extrêmes, c'est-à-dire pourquoi en Amazonie on connaît, et d'ailleurs de plus en plus, des sécheresses extrêmes et aussi des inondations extrêmes. Hein. Depuis une vingtaine d'années, on constate une augmentation dans la fréquence et l'intensité des événements extrêmes en Amazonie. Et donc, moi, je m'intéresse particulièrement à mieux comprendre pourquoi ça arrive et comment ça va évoluer au futur, notamment dans les cadres de changement climatique et aussi dans les scénarios de déforestation en Amazonie. Puis, actuellement, je travaille avec plusieurs collègues et étudiants à mieux comprendre quel est le rôle de la forêt amazonienne en moduler les cycles hydrologiques à l'échelle régionale. On connaît par exemple que au moins la moitié de la précipitation qui tombe dans la cordillère des Andes, donc en Bolivie ou au Pérou, a été précédemment évapotranspirée par la forêt amazonienne. Donc, si on parle d'un processus de déforestation en Amazonie qui continue et qui continuera malheureusement dans le futur, on peut aussi s'imaginer que le cycle hydrologique et la disponibilité d'eau peut changer dans cette région. Donc, pas seulement en Amazonie, mais aussi à l'échelle régionale et même globale. Mais on ne connaît pas exactement les chiffres, on ne connaît pas dans quelle mesure, quelle région au Pérou, en Bolivie seront plus ou moins affectées. Donc, on doit faire plusieurs travaux en modélisation, en analyse statistique, etc. pour fournir un peu mieux des connaissances sur ces sujets-là. Et parce qu'il faut voir aussi que dans la région andine, on a un processus de recul glacier et aussi une diminution de la précipitation, notamment une saison sèche qui est de plus en plus longue en Amazonie et aussi dans les Andes. Donc les sujets de l'eau vont être particulièrement importants au futur. Il est déjà actuellement. Et donc, on constate aussi que, avec la déforestation qui existe déjà actuellement, c'est le processus de recyclage d'humidité, donc la capacité de la forêt à fournir humidité dans l'atmosphère a diminué. Et donc, c'est ça qu'on appelle une diminution, un affaiblissement des rivières atmosphériques, parce qu'il y a beaucoup d'humidité qui part de la forêt vers l'atmosphère et voyage dans l'atmosphère, même dans les autres régions en dehors de l'Amazonie, et c'est ça qu'on appelle les rivières atmosphériques. Donc, on ne sait pas très bien comment ça va changer dans le cadre de déforestation, dans le cadre de changement climatique. Donc, plus ou moins, ce sont mes principaux intérêts de recherche aujourd'hui. Tu nous as parlé de l'eau. Peux-tu nous expliquer en vulgarisant le rôle que joue l'Amazonie dans le climat régional et mondial, ainsi que dans les cycles hydrologiques? Et donc, pourquoi cette région est si importante? Alors oui, c'est un sujet très intéressant. Hein. Je t'ai raconté tout à l'heure qu'un de mes premières passions pour l'hydrologie, c'était le cycle hydrologique, donc toute cette connectivité qu'il y a de l'Amazonie depuis l'échelle globale, l'échelle du bassin amazonien, continental et même global. Donc effectivement, nos études dans le cadre du panel scientifique pour l'Amazonie, notamment notre dernier rapport, parle beaucoup de ces sujets-là. Alors, l'Amazonie fournit environ 20% de l'eau douce du continent vers les océans. Donc 20%, c'est quand même une énorme quantité pour un seul bassin versant. C'est l'Amazonie, le plus grand bassin versant de la planète. Donc ça, c'est un débit moyen de 220 000 mètres cubes par seconde qui s'exporte directement aux océans.
Et c'est pas uniquement de l'eau, c'est aussi des sédiments, des nutriments, les sédiments d'ailleurs qui viennent depuis la cordillère des Andes. Donc il va en faire un long voyage jusqu'à arriver dans l'océan Atlantique. Et donc c'est environ 50% de l'eau douce qui arrive dans l'océan Atlantique. Et comme on sait, l'océan Atlantique, c'est un des grands moteurs de climat global. Alors, on a aussi parlé du rôle de la forêt dans cette recyclage d'humidité, c'est-à-dire la précipitation qui tombe sur l'Amazonie et ensuite, et grâce à la forêt amazonienne, revenue dans l'atmosphère. Et on estime qu'il y a une quantité équivalente au débit moyen du fleuve Amazon qui part du bassin amazonien vers des autres régions de la planète, comme les Andes, le bassin de la Plata et même au-delà, le bassin de l'Orinoco, etc. Donc c'est aussi équivalent à 220 000 mètres cubes par seconde qui voyagent dans l'atmosphère au moyen de ces rivières atmosphériques. Donc l'Amazonie est la forêt tropicale la plus grande de la planète, hein, donc elle accumule énormément de quantité de CO2 et de gaz à effet de serre, et donc sa perte peut devenir en conséquence très sérieuse pour l'équilibre climatique global, mais aussi joue un rôle très important dans l'équilibre de la circulation atmosphérique, que je parlais au moyen des rivières atmosphériques. Donc les climats, surtout les climats tropicaux, est fortement contrôlé pour des grandes circulations atmosphériques, donc les circulations des Hartley ou Walker, qui sont en grande partie aussi influencées pour les bassins amazoniens. Donc tout l'équilibre qui fournit l'Amazonie peut être cassé quelque part, si on parle d'un point de non-retour de la forêt amazonienne, parce que la forêt ne joue pas un rôle passif dans le climat, c'est plutôt un rôle actif justement dans tous ces processus d'échange de l'eau et d'énergie entre l'atmosphère et la biosphère, ce qu'on appelle la biosphère, donc la forêt et les vivants dans les continents. Tu viens de nous parler du tipping point. Est-ce qu'il y a un consensus scientifique sur la date de ce point de basculement concernant le bassin amazonien? Si on n'agit pas à temps, que se passera-t-il? Alors, c'est une question très importante et effectivement, une bonne partie de la communauté scientifique travaille sur ces sujets-là. Alors, une date exacte, précise, ça n'existe pas encore, en tout cas en termes de consensus scientifique. Aujourd'hui, il y a, suivant des modèles qui met la date 2050 comme une date où tous ces changements pourraient commencer à arriver, mais on n'est pas sûr de ça, on a beaucoup d'incertitudes, surtout parce que les derniers sécheresses extrêmes en Amazonie, notamment en 2010, en 2016 et la plus grande en 2023-2024, ont fait beaucoup d'impacts sur la forêt amazonienne. Par exemple, dans ces dates-là, notamment en 2023-2024, l'Amazonie n'a pas été une puits de CO2, c'était plutôt une source de CO2. Donc on commence à voir déjà ces points de basculement dans certaines années, notamment caractérisés par les sécheresses extrêmes. Donc la réponse est qu'on ne connaît pas exactement la date. On voudrait que ce soit le plus tard possible, mais malheureusement, les observations montrent que déjà, dans certains endroits en Amazonie, et pendant certaines périodes, l'Amazonie a déjà passé cette tipping point. Alors, effectivement, c'est un sujet qui nous inquiète énormément, mais il y a beaucoup des incertitudes possibles aussi par rapport à ça, parce que le comportement même de la forêt est compliqué, le comportement des échanges de l'eau entre le sol et l'atmosphère, ce sont des sujets complexes en fait, donc voilà, c'est un sujet de fort travail aujourd'hui dans la communauté scientifique. Et si jamais on atteint ce point de basculement, quelles seront les répercussions sur la vie humaine en Amazonie ou même dans le monde entier? Alors, effectivement, différentes équipes interdisciplinaires, on travaille aussi à mieux comprendre ça. Dans les cas spécifiques de mon sujet, nous, on s'intéresse à mieux comprendre quelles seraient les disponibilités d'eau ou les ressources en eau dans les Andes, par exemple, après ce tipping point. Donc, une fois que l'Amazonie arrive à un point de basculement et donc on a une forêt diminuée. Par exemple, pour mettre juste quelques exemples, nos études ont montré que avec ce tipping point, la réduction de précipitations dans les Andes de Bolivie ou Pérou pourrait arriver jusqu'à moins 30% de précipitations, qui est déjà beaucoup pour une région qui souffre déjà en termes d'eau, en plus de recul glacier, etc.
Ça uniquement lié à la forêt, sans encore parler des changements climatiques, parce que c'est une autre grande source de stress sur la vie, sur la société et la vie dans cette région. Donc voilà, ça en termes de précipitations et de cycle de l'eau, c'est le sujet qu'on connaît un peu mieux, mais effectivement, il peut avoir plusieurs impacts à différentes échelles. Aussi des impacts en termes écologiques, par exemple. On commence à voir qu'il y a des espèces de plantes qui, avant, ils étaient typiques d'une altitude donnée et maintenant sont devenus de plus en plus en amont, en altitude, parce que s'adaptent à des conditions de température plus justement adéquates pour cette espèce-là. Puis on a aussi plein d'autres exemples. On voit aussi qu'il y a des forêts en Amazonie qui commencent à être remplacées pour une forêt qui s'adapte mieux aux sécheresses, mais qui sont un comportement complètement différent à la forêt naturelle en Amazonie. Et donc, si la forêt change, quelles sont les répercussions sur les cycles de l'eau? Alors, effectivement, la forêt joue un rôle actif dans les cycles de l'eau et dans le climat en général. Aujourd'hui, l'équilibre en Amazonie dépend énormément de la quantité d'eau que la forêt est capable d'évapotranspirer, c'est-à-dire de prendre de l'eau dans le sol, l'eau des précipitations, et la faire revenir dans l'atmosphère. Donc, si la forêt change, ça va changer. Donc, on va avoir sûrement moins d'humidité dans l'atmosphère parce que on a une évapotranspiration plus faible. D'ailleurs, on le constate dans certains endroits. Puis, en plus, la forêt joue un rôle très important en accumuler de l'eau dans le sol pendant la saison humide, dans la zone de précipitation, et puis et exporter cette eau petit à petit, qui est très important, surtout dans la saison sèche. Donc, on aurait aussi un cycle hydrologique, un cycle de débit dans les rivières, d'écoulement en général, altéré, modifié, si on a une forêt différente. Donc, ça, on l'a vu aussi dans différents endroits au monde, et en Amazonie, on le constate déjà. Merci pour cette réponse. Et j'ai une autre question. S'il y a une seule chose que tu voudrais faire comprendre au monde entier concernant l'Amazonie, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est une bonne question. Je pense que une chose importante, c'est de mieux comprendre qu'il n'y a pas une autre Amazonie, il n'y a pas deux Amazonies, il n'y en a pas un autre bassin versant comparable même à l'Amazonie. C'est-à-dire, l'Amazonie est la forêt tropicale la plus grande de la planète, et le bassin versant le plus grand de la planète, avec une énorme différence avec les autres grands bassins versants au monde. Et donc, son rôle dans le système climatique global est clé. Et détruire l'Amazonie modifie aussi beaucoup des équilibres en termes climatiques, en termes hydrologiques, à l'échelle globale. Donc, aujourd'hui, l'Amazonie, une bonne partie de l'Amazonie en tout cas, est encore préservée. C'est un laboratoire naturel magnifique pour mieux comprendre une énorme quantité de processus climatiques, hydrologiques, écosystémiques, etc. Et donc, on est en train de le détruire sans se rendre pas compte les conséquences qu'il peut avoir, même pas pour le futur, déjà pour les présents proches, pour les futurs proches. Donc, je pense que c'est très important de voir l'Amazonie comme un système clé pour le climat global. Et il n'y en aura pas un deuxième, parce qu'un point de basculement, ça veut dire que ça ne reviendra pas comme avant. C'est fini. Probablement pour toujours. Il y a une jeunesse qui a compris qu'il fallait agir maintenant. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui veulent agir justement pour cette protection du climat. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, et en particulier les jeunes d'Amazonie, pour arriver à faire leur place et avoir un impact, une carrière liée au climat? Alors, effectivement, c'est très important. Et je pense que aujourd'hui, il faut suivre les passions, et surtout quand ces passions est engagée sur un sujet si important comme l'Amazonie, pour tout ça qu'on vient de parler. Même si des fois cette passion est liée à beaucoup de travail, parce que les choses faciles des fois ne sont pas le meilleur choix. Hein. Des fois les bons choix méritent quand même un effort supplémentaire.
Et voilà, mon conseil serait ça, de suivre leur passion, avec beaucoup de critiques aussi. Il faut se poser énormément de questions sur soi-même, mais aussi sur comment marchent les systèmes globaux, quoi, les systèmes climatiques, les systèmes économiques, etc. Quoi, peu importe les domaines qui intéressent chacun. Ça veut dire se détacher un peu des dogmes, des grands dogmes qui ont toujours fait mal à l'humanité, hein, et ils font encore. Et même si la science ne va pas t'apporter des réponses claires, je pense que quelque chose de très important dans la science, c'est avoir des bonnes questions, avoir les meilleures réponses possibles à ces questions, même si ces réponses vont évoluer dans le temps, parce que c'est ça aussi la science. Mais je pense qu'aujourd'hui, il manque énormément de savoirs en Amazonie, de mieux faire des relations entre ces différents savoirs. Donc, il nous manque énormément de chercheurs, de professionnels qui travaillent en Amazonie. Mieux encore s'ils sont nés dans des pays amazoniens. Et donc, moi, je dirais qu'on a énormément besoin d'eux, de venir travailler avec nous et de prendre la place une fois que cette génération sera passée. Et je crois que même avec toutes ces problématiques qu'on constate aujourd'hui, on est quand même dans un très bon moment pour continuer à faire la science, une science pilotée pour des chercheurs des pays amazoniens, une chose qui ne pouvait pas se faire il y a 50, 100 ans. Hein. C'est la souveraineté scientifique dans les pays d'Amérique latine, je pense qu'elle commence aujourd'hui, dans ces dernières années. Donc, on a énormément besoin de former des chercheurs passionnés, et pour essayer de mieux répondre à l'énorme quantité de questions qu'on a. Et donc, aider aussi aux décideurs et aux politiques à prendre de bonnes décisions. Donc, il faut suivre ses passions, et la science, ça nous permet de faire ça dans un cadre en plus merveilleux, parce qu'on travaille toujours avec des gens excellents. J'ai eu la chance de trouver de très bons amis aussi dans le monde scientifique, et aussi de faire une vie avec plein de questions, en se posant souvent des questions. Là, j'aime bien une phrase de Socrate qui disait une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, je pense que même si des fois on ne trouve pas les bonnes réponses, l'examen, la remettre en question, c'est le plus essentiel de la vie. Donc, je dirais aux jeunes de continuer avec ses passions, et voilà, on les attend pour faire partie du panel scientifique pour l'Amazonie. Merci. Et une dernière question, un peu personnelle. Si tu pouvais voyager dans le passé et parler au Giancarlo qui a 20 ans, même si je suis sûre que ce n'était pas il y a si longtemps, quel conseil lui donnerais-tu? Alors, bon, je ne ferai pas trop de spoilers parce que je pense que chacun doit découvrir sa vie et son futur, hein, petit à petit. Peut-être la seule chose que je dirais, c'est que tous les travaux que j'allais faire, parce qu'à l'époque, je travaillais déjà beaucoup pour faire des études, hein, et tout ce travail allait payer très bien, en fait, parce que j'allais rencontrer des gens magnifiques dans le monde de la science, parce que petit à petit, on se rend compte que le travail qu'on fait sert à quelque chose quand même. D'ailleurs, c'est le panel scientifique pour l'Amazonie qui m'a redonné quelque part des motivations et des points positifs par rapport à ça. Je peux comprendre que je travaille sur un sujet un peu pessimiste, mais c'est le fait de travailler avec plusieurs collègues de différentes disciplines et de vouloir agir. Ça a été quelque chose de très positif dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Donc, je le dirais qu'il faut faire des efforts. Ça va être dur quand même, c'est pas facile, hein, la vie des chercheurs, mais largement ça mérite de le faire. Donc voilà, je dirais ça, qu'à part en plus des découvertes scientifiques, j'allais découvrir tellement de gens sympas. C'est plutôt une carrière, une aventure humaine en fait, la science, que tout ça, tous les efforts sont bons et qu'il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Merci Giancarlo d'avoir pris le temps de participer à ce podcast. J'ai été honorée d'avoir eu cette discussion avec toi. Je suis certaine que nos auditrices et auditeurs ont apprécié de découvrir davantage ton parcours et ta vision, et sont ravis d'avoir pu écouter les conseils que tu as partagés avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci à toi. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre confiance. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et stay tuned pour nos prochains épisodes. Ensemble, continuons à construire The Amazon We Want.
Ce podcast est une initiative du Comité consultatif de la jeunesse du panel scientifique pour l'Amazonie. Le panel scientifique pour l'Amazonie bénéficie du généreux soutien de la Fondation Gordon and Betty Moore, de la Fondation Charles Stewart Mott et de la Banque mondiale, avec le soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial. Le Comité consultatif de la jeunesse est particulièrement reconnaissant du généreux soutien apporté à son travail par la Fondation Gordon and Betty Moore.